Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Cet été, je vous propose de redécouvrir 5 conversations marquantes de Temps d'arrêt avec Coach Frank. Pour moi, c'est des épisodes qui ont touché notre communauté, des coachs, des professionnels et qui méritent d'être entendus à nouveau. Mon intention avec Temps d'arrêt reste le même durant l'été, c'est-à-dire déconstruire l'art et la science du coaching pour créer un meilleur monde du sport pour tout le monde, athlètes, coachs, dirigeants et parents. Mais là, pour l'été, j'ai aussi besoin de vous. Premièrement, on veut faire grandir notre communauté parce qu'on veut rejoindre encore plus de monde qui sont impliqués dans le sport pour faire encore une plus grosse différence. Alors, si le podcast t'apporte quelque chose, ben d'un, abonne-toi. De deux, évalue le podcast sur ta plateforme préférée. Et surtout, partage avec tes collègues, tes athlètes et tes amis. Ça prend 30 secondes et ça fait toute la différence et ça va faire une différence. Deuxièmement, on a besoin de tes témoignages. Quels épisodes t'ont marqué depuis le début de Temps d'arrêt? Écris-nous sur les réseaux sociaux, @CoachFrankPHD dans un mot, ou abonne-toi à notre infolettre sur coachfrankphd.com pour nous le faire savoir. Donc, tu as une anecdote, tu as un témoignage, il y a un épisode qui t'a marqué, on veut le savoir. Là-dessus, je te dis bonne écoute et je te souhaite surtout un excellent podcast. Xavier, bienvenue à Temps d'arrêt. Salut Frank, merci beaucoup. Ben, merci à toi d'être là. La dernière fois qu'on s'est parlé publiquement, parce qu'on s'est parlé à plusieurs reprises là, entre-temps, c'était lors de l'épisode 65 qui avait été produite pour clôturer l'année 2021. Parle-moi donc un peu, là, pour les gens qui ont manqué un bout, là, parle-moi donc un peu de la vie de Xavier Roy depuis Noël 2021. Ça fait quand même un petit bout. Comme, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça a évolué un peu là, ta carrière dans les 3 dernières années? Oui, mais je me souviens très bien de cet épisode-là. C'était aussi un format différent là, qui avait été enregistré. Là. C'était avec ton collègue là, Marc-André Duchesneau aussi, là, qui s'était joint à la conversation. Là. Fait que depuis 2021, il s'est passé beaucoup de choses. Fait que tu sais, autant dans mon travail au quotidien là, comme préparateur physique, là, fait que j'ai commencé à travailler avec le volleyball masculin universitaire ici à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, ça s'est de fil en aiguille, volleyball féminin universitaire aussi qui a débuté. J'ai continué à travailler avec des jeunes athlètes du collège Stansted dans l'entraînement hors glace pour leurs équipes de hockey, mais j'ai en même temps aussi une charge de cours au collège là, pour enseigner le cours de sciences de l'activité physique aussi. C'était un nouveau cours qui devait être monté. C'était particulier parce qu'au début, j'avais 3 étudiantes. Ensuite, c'était de donner un cours à 2 étudiantes. Fait que, tu sais, comment donner du matériel d'une manière dynamique, mais quasiment un cours privé, quasiment, là. Fait que c'était particulier. Après ça, travailler avec d'autres athlètes là, dans différents rôles, différents sports, là, que ça soit encore hockey sur glace, dans le hors-saison là, pendant l'été. Par la suite, continuer à avoir des charges de cours à l'Université Bishop dans le programme d'études du sport aussi. Fait que ça m'a tenu occupé. Puis, de la naissance de 2 petites filles aussi, là, ça rajoute aux tâches et responsabilités là, que je dois accomplir dans une journée. Fait que c'est à peu près ça qui s'est passé là, dans les 3 dernières années depuis notre dernière conversation officielle sur le balado. Ouais, ben c'est beaucoup de projets. Puis je pense que des fois, quand les gens y entendent parler des personnes qui sont impliquées comme consultants, comme travailleurs autonomes ou peu importe dans différents projets, ils se rendent pas compte à quel point on doit jongler avec 1000 balles. Là, c'est moi ma réalité un petit peu depuis dans les derniers mois, mais de ton côté, je pense que je suis bien placé pour comprendre comment est-ce que il y en a des projets, puis OK, là je switch, là je suis dans l'équipe de volleyball, là je suis dans un cours, après ça, là je suis avec les athlètes de hockey en préparation physique. Puis il y a 2 éléments en fait qui attirent mon attention avec ce que tu as dit. Le premier élément qui attire mon attention, c'est
Tu dis qu'il a fallu que tu adaptes un peu ton enseignement ou la structure de cours, où ça a été beaucoup de réflexion, quand tu donnes quasiment un cours privé là, à 2 ou 3 étudiants et étudiantes là, que tu mentionnais tout à l'heure. Je serais curieux de savoir comment tu t'es pris pour adapter ça, puis qu'est-ce qui a été soit le plus gros défi ou l'affaire que tu as peut-être réalisé qu'il faut mettre davantage de l'avant quand on enseigne à des petits groupes comme ça? Ben, c'est de mettre ça assez, assez interactif puis plus personnalisé. Tu sais, quand tu présentes ou quand tu donnes un cours dans un milieu universitaire puis qu'il y a 60 étudiants inscrits dans le cours, tu sais que les heures de cours sont le lundi matin de 8h30 à 11h30. Tu sais, tu peux avoir déjà mis en place une certaine séquence logique des différents termes que tu vas aborder. Enseigner à 2 ou 3 jeunes étudiantes, c'est dans un format de cours qui est différent. Il faut que tu mettes ça beaucoup plus interactif. Il faut que tu sois beaucoup plus apte à réagir à ce qui s'est passé dans leur réalité d'étudiante dans une école privée indépendante. Là. Fait que, tu sais, comment tu jongles avec le fait que là, elles ont des examens, mais par la suite, elles partent pendant 4 jours en tournoi de hockey à l'extérieur. Fait qu'il y avait beaucoup de régulation là, des activités pédagogiques, des enseignements et tout ça. Là. C'était beaucoup moins... Je ne veux pas dire que c'était moins structuré. J'avais un plan, on avait notre plan de cours, mais il fallait que je sois en mesure de réagir à leur réalité au quotidien. Là. Puis c'était des cours qui étaient... Tu sais, veux pas, la réalité universitaire versus la réalité d'une école secondaire, c'est des cours à chaque jour, des fois c'est 30 minutes, des fois c'est 50 minutes. Tu donnes ton contenu, tu te laisses emporter, la cloche sonne, t'es comme OK, bon, il faut qu'on parte, puis on se voit demain, là, tu sais. Ouais. Puis est-ce que je me trompe en disant qu'il faut être un peu plus malléable, tu sais, un peu comme l'accompagnement individuel, tu sais, si tu travailles avec un coach de main d'une équipe de volleyball, par exemple, ben, tu vas t'adapter un peu au défi. Tu sais, le just-in-time, là, comme la théorie de Peter Jarvis le dit, c'est qu'on veut de l'apprentissage qui est synchronisé avec ce que la personne vit. C'est un peu ça à laquelle tu fais référence? Oui, on peut dire ça comme ça, là. Tu sais, je te dirais que pour certains des modules, j'avais comme une idée des activités que je voulais faire, des points que je voulais qu'on aborde, mais j'avais pas nécessairement de plan le scripté là, comme on pourrait l'avoir, exemple, en étant des anciens joueurs de football, les deux, là, comment tu pouvais scripter une pratique là, à chaque minute, là, ben là, je pouvais pas scripter ça. Là, j'avais une idée, exemple, le module de nutrition, c'était essayer de mettre ça le plus réaliste ou de me coller un petit peu plus à leur réalité. Là, fait qu'à un moment donné, certains des travaux qu'elles avaient à remettre, c'était OK, ben aujourd'hui, après le cours, vous devez aller à la cafétéria, puis vous devez marquer tout ce qui est au menu aujourd'hui. Puis là, on essayait de faire les parallèles avec ce qu'on avait vu pendant les périodes de cours. Là. Puis après ça, ben, à partir de là, OK, ben là, on a le menu à la cafétéria, on a nos grands concepts de nutrition qu'on a abordés. Par la suite, là, voici tes exigences du sport de hockey. Là, selon toi, est-ce que ce que tu manges comble tes besoins? Sinon, qu'est-ce que tu pourrais rajouter dans ton alimentation? Quels sont les petits ajustements que tu pourrais faire? Fait que, c'était davantage dans cette optique-là d'être plus collé à leur réalité, poser davantage de questions, puis essayer de solliciter un engagement là, qui était beaucoup plus... solliciter un engagement, je te dirais. Oui, puis c'est une belle opportunité de pouvoir parler de leur réalité, des défis qu'ils vivent au quotidien, puis de partir de là pour justement faire des apprentissages. C'est qu'au lieu de partir de la théorie vers l'application, on part de l'application vers la théorie. Puis des fois, quand on part de l'application vers la théorie, ben, c'est des apprentissages qui sont un peu plus permanents, là, si on veut, là, même s'il y en a qui me diraient que c'est un pléonasme ce que je viens de faire, là, mais bref, on se comprend. Puis aussi, tu ramènes mettons, au script de jeu. Pour mettre les gens en contexte, quand au football, il y a plusieurs entraîneurs, ce qu'ils vont faire, c'est que chacune des répétitions en pratique va être scriptée, voulant dire que ça va être écrit, OK, ben, premier jeu qu'on va faire, ça va être un premier essai, ça va être une couverture 2. Deuxième jeu qu'on va faire, ça va être un premier essai aussi, ça va être une couverture 3. Troisième jeu qu'on va faire, ça va être un premier essai, puis là, après ça, on va faire une couverture 4, puis là, ainsi de suite, tout le long de la pratique. Mais, puis là,
peut-être qu'on va partir un trop gros débat, puis je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus avant qu'on rentre justement dans ton livre, parce que je suis sûr que en ayant toi comme invité qui soit là, qu'on parle de ton livre, qu'il y aura quand même une petite crowd de football qui va écouter notre conversation. Est-ce que des fois au football, justement, on n'aurait pas avantage à enlever les scripts, puis en faire moins, puis que ce soit moins omniprésent, puis peut-être plus davantage improvisé? Je te dirais que oui. Je te dirais qu'au niveau du football, il y a une certaine tradition de faire qui est très centrée sur l'entraîneur. Fait que l'entraîneur a un contrôle sur le choix des jeux, sur qui sont les joueurs qui sont habillés le week-end, qui sont réservistes. Il y aurait, selon moi, avantage à explorer une pratique qui est beaucoup plus aléatoire à un certain point, où est-ce que tu dois permettre aux joueurs de football de prendre des décisions avec des contraintes de temps, des contraintes au niveau de la complexité de la formation qui est présentée, que ce soit par l'offensive ou la défensive. Fait que tu sais, est-ce que en scriptant les jeux puis les joueurs, en sachant que là, c'est un premier essai et 10, tu connais les tendances de l'adversaire, est-ce que tu fais plus dans la prédictibilité, disons ça comme ça? Ouais. Tandis que en situation de match, ça a beau être un premier et 10, tu n'as aucune idée de ce que le coordonnateur offensif va te sortir comme jeu. Là. Tu peux avoir une idée en ayant analysé les bandes vidéo des matchs précédents, que ce soit contre toi ou contre d'autres adversaires, mais il y a tout le temps un élément d'imprévisibilité. Là. Fait que si tu es en mesure d'ajouter cette imprévisibilité en pratique, de permettre aux athlètes de prendre des décisions, de prendre des risques, de faire des erreurs, puis d'utiliser ces erreurs-là comme des opportunités de coacher, des opportunités d'apprentissage, je pense que ça pourrait être bénéfique. Oui, puis tu sais, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de dire, oui, il faut préparer à des scénarios qui sont probables, mais il faut quand même préparer les athlètes à l'imprévisibilité, l'imprédictibilité, comme tu le disais. Puis là, il faut se poser la question aussi, est-ce que la prévisibilité de la pratique, on le fait pour les athlètes ou on le fait pour soi-même en tant que coach? Parce que, tu sais, OK, on va avoir sur le premier essai, ça va être tel type de couverture, donc nous, on va envoyer tel type de jeu. Attends un peu, c'est-tu vraiment ça qui fait se passer ou on fait ça pour se rassurer que notre plan de match va bien fonctionner, tu sais? Puis, tu regardes dans la littérature, que ce soit dans le coaching sportif ou dans la littérature concernant le skill acquisition, ils font la distinction entre la performance puis les apprentissages. Fait que, habituellement, la performance, tu vas vouloir observer des comportements qui sont... comment je pourrais dire ça pour pas m'emporter, ta performance, c'est quelque chose qui est visible, c'est surtout très temporaire. Exemple, combien de lancers francs j'ai réussi sur 10 tentatives. C'est quelque chose qui est facilement quantifiable. Tu essaies de contrôler différents paramètres le plus possible comme entraîneur, mais quand tu veux favoriser des apprentissages, souvent ces apprentissages-là sont les plus... Comment je pourrais dire le terme pour mettre ça le plus simple possible, le plus durable quand l'environnement est imprévisible, quand il y a beaucoup de... quand la complexité a atteint un niveau qui permet à l'athlète de juste s'étirer un tout petit peu de ses capacités, qui le permettent de sortir au-delà de sa zone de confort, mais juste un tout petit peu, là. Fait que tu sais, c'est ça que tu dois aller rechercher comme entraîneur, cet équilibre-là entre une situation d'apprentissage qui est trop facile, une qui est trop difficile. C'est quoi le niveau d'habileté ou de compréhension de l'apprenant, que ce soit au niveau physique, technique, tactique, psychologique, là. Ouais, ben tu sais, on vient à la délicieuse incertitude. Tu sais, c'est juste assez difficile pour que ça soit comme incertain, puis c'est un challenge, mais pas trop que comme tu sais qu'il n'y a aucune chance, tu deviens trop anxieux par rapport à ça. Puis je pense qu'il y a de la valeur, tu sais, à se pencher davantage là-dessus. Puis aussi, moi, une des choses que je me suis rappelé un peu en début de semestre cette année,
c'est de dire, puis j'en parlais avec mes étudiants puis mes étudiantes il y a quelques semaines, dire la valeur d'un examen. Là. Il y a peut-être des personnes qui écoutent le podcast là, qui n'ont pas fait d'examen depuis 15 ans, là, mais l'affaire qui reste à travers le temps, là, c'est tu étudies la matière, tu fais l'examen, puis là, tu te rends compte après l'examen. Mais ça, j'en sais plus maintenant que j'ai fait l'examen que j'en savais avant de faire l'examen. Mais parce qu'il y a un apprentissage qui se fait quand on répond à des questions, même si on se plante, parce que là, on fait des connexions. Puis tu sais, c'est ça que des fois, comme il faut pas toujours donner les réponses à l'examen à nos joueurs. Il faut les mettre face à l'examen, puis là, on va en discuter par après. Puis les mettre dans des situations difficiles qui sont un challenge, qui sont une délicieuse incertitude. Puis ça va amener à des apprentissages. Tu sais, de se faire tester, là, on parle pas de test physique ici, c'est une bonne stratégie d'apprentissage. C'est sûr que si on fait juste ça, puis que là, ça passe ou ça casse à chaque fois qu'on a un test, là, il y a d'autres enjeux au niveau de la motivation, de la pression, puis tout ça. Mais les examens, les tests, c'est une période d'apprentissage. Mm-hmm. Puis, faire du chemin sur ce qu'on vient de discuter, surtout au niveau du football, qu'il y a une culture où est-ce que l'entraîneur est très, très directif ou très impliqué dans la planification puis le déroulement des séances d'entraînement. Ultimement, c'est un sport d'invasion. Tu peux regarder des sports comme le rugby, le football australien, le soccer, qui vont être dans la même catégorie de sport, qui vont être réalisés avec des profils physiques différents, des, disons, tactiques ou stratégies différentes, mais le but, c'est quand même de rentrer dans l'espace de l'adversaire, d'utiliser ou d'exploiter l'espace qui est disponible pour marquer des points. Si tu es en défensive, ben, c'est d'empêcher le joueur offensif d'utiliser cet espace-là, de le réduire pour prévenir qu'un but ou qu'un touché ou qu'un try soit compté. Mais si tu regardes dans le soccer, tu regardes en rugby, les entraîneurs sont à un certain point beaucoup moins impliqués pendant le déroulement de différentes situations à l'entraînement ou même en situation de match comparativement à un entraîneur au football. Mais c'est le même type de sport. C'est un field invasion sport. Fait que pourquoi est-ce qu'on peut pas regarder comment certains de ces pratiques-là de coaching en rugby, en soccer sont réalisés et comment on ne pourrait pas les transposer ou les adapter dans le football canadien ou football américain, sans nécessairement que l'entraîneur soit la personne qui dirige et qui prend toutes les décisions, là, ou prend la majorité des décisions, disons. Il y a une question de déléguer les décisions, comme tu viens de dire, mais puis le point de l'espace qui est amené tellement important. Puis je pense que les bons entraîneurs de soccer, de hockey, de football, de basketball comprennent qu'il y a un jeu d'espace qui va se faire. T'sais. Puis des fois, je ne sais pas à quel point, oui, au football, je pense que c'est en fait une place où il y a beaucoup de gens pourraient gagner, je pense, à comprendre mieux le concept d'espace. Mais souvent, au soccer, au hockey, on en parle quand même beaucoup. Du moins, les bons entraîneurs en parlent beaucoup. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut davantage parler. Puis justement, dans la dernière semaine, j'ai vu une vidéo c'est Kyle Rudolph. Kyle Rudolph, c'est un ancien ailier rapproché de la Ligue nationale de football qui a eu à jouer avec Tom Brady, je crois, avec les Buccaneers de Tampa Bay, qui a changé. Il était le backup à Gronk, si je ne m'abuse. Là. Donc, citez-moi pas là-dessus, mais l'idée, elle reste la bonne. Un ancien ailier rapproché. Donc, un gros bonhomme qu'il faut qu'il attrape des passes de la NFL qui a joué avec Tom Brady. Puis, ce qu'il expliquait, c'est que une des particularités de Tom Brady, quand il jouait avec Rob Gronkowski, c'était que il ne voulait pas nécessairement que son joueur complète son tracé puis qu'il se rende au bout. Fait que si, exemple, tu as un tracé au coin, il faut que tu cours 10 verges en ligne droite, tu coupes à 45 degrés vers l'extérieur du terrain, tu recours un autre 20 verges, puis là, la passe, ça va être lancée à tel endroit. Bien, la philosophie de Tom Brady, c'était « Hey, dès que tu fais ta cote, ton changement de direction, si tu es dans l'espace et il n'y a personne au cours de toi, je te lancerai pas la balle 10 verges plus loin, mais te la lancer drette là. Revire-toi tout de suite. » Puis sa philosophie, selon les dires de Kyle Rudolph, encore une fois, c'était « Hey, moi, là, ma job, c'est de savoir elle va être où l'espace, puis peu importe où, que c'est au début de ton tracé ou à la fin de ton tracé, je te l'envoie où est-ce que l'espace va être. » Fait que, tu sais, puis ça, je pense que des fois, dans différents sports, dont le football, dont il y en a d'autres aussi, où est-ce qu'on est un peu trop cartésien, là, puis il y en a dire comme Frank,
puis Xavier qui disent qu'il faut pas être cartésien. Non, mais il y a des moments pour pas l'être. Voulant dire que ils sont trop cartésiens. C'est comme, non, tu avais 10 verges à faire, tu coupes à 45, puis l'on te la lance entre 16 et 18 verges. Puis je pense qu'il y a une certaine université que tu connais bien à une certaine époque, c'était, tu lances un fade, c'est entre 18-22 verges, 18-22 verges, c'est tout le temps. Puis l'idée, c'est, non, faut que tu la lances, peu importe où est-ce que l'espace va être produit. Et là, je reviens à ce que tu disais. Oui, tu parlais d'espace, mais d'enseigner aux athlètes de dire, OK, idéalement, on va aller là, mais ultimement, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves, elle va être où l'espace? Ben, ça se peut que si on joue contre Trinidad et Tobago, l'espace, ça va être entre 22 puis 25 verges. Mais ça se peut que si on joue contre Los Angeles, ben, l'espace, ça va être entre 16 et 18 verges. Donc, de figurer ça, ça rend les gens un peu plus réactifs, adaptables et performants, à mon avis. Je sais pas si tu vas dans le même sens. Puis en même temps, là, je l'aborde du côté défensif. Peut-être que toi, ton rôle comme coordinateur défensif ou comme entraîneur des demi-défensifs, c'est de créer cette illusion-là que voici, receveur de passe, de l'espace que je veux que tu exploites, mais on sait très bien que c'est un piège qui se referme. T'sais. On fait tout pour te donner l'impression que l'espace disponible va être là, mais on t'attend tout de suite, là. Fait que, tu sais, il y a peut-être un mind games là, que tu peux commencer à jouer, puis je pense que les coordonnateurs offensifs et défensifs, ou même des unités spéciales dans le football, tu sais, apprécient ce mind game-là envers leurs opposés, leurs collègues là, de l'autre côté du ballon. Fait que, tu sais, à un certain point, c'est plus... Là, tu sais, je pense à voix haute, mais tu sais, c'est plus ton rôle de juste scripter des jeux, voici ce que tu dois faire, puis que l'athlète doit se remémorer, genre, OK, ben pour tel jeu, voici ma responsabilité, puis je fais juste me concentrer là-dessus. Il y a il y a un certain dynamisme puis, dans ce qui se fait. Il y a une créativité autant individuelle que collective aussi. Là. Puis tu mets à profit des étudiants athlètes qui vont avoir une vision différente du jeu que l'entraîneur. Là. Puis on pourra l'aborder un petit peu plus tard dans la discussion. Là, mais comment les deux points de vue différents d'un joueur et d'un coach vont faire en sorte que tu dois, comme entraîneur, te mettre dans leur réalité, dans leur peau, puis tu peux pas juste dire « voici ce que tu dois faire », puis tu aurais dû faire ça parce que le joueur était à tel endroit sur le terrain, parce que lui peut avoir une perception vraiment différente de la tienne. Là. Oui, tout à fait. Puis ça, tu me fais une méchante bonne passe à la palette, là, même si l'analogie, ça ne s'applique pas nécessairement au football. Parce que la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, principalement, là, c'est agréable, mais la raison principale, c'est pour discuter de ton livre que tu as terminé d'écrire, ou du moins la première version propre a été terminée d'écrire. Au moment qu'on partage la conversation, là, l'idée, c'est que ce soit disponible pour tout le monde. Donc, pour l'instant, le titre du livre que j'ai en avant de moi, c'est « Débuter comme entraîneur, petit guide pratique pour aider au développement des jeunes athlètes ». Et ça fait un lien direct avec ce que tu viens de dire. Tu sais, où est-ce que, oui, on est comme coach, mais on est là pour aider au développement des jeunes athlètes. Première chose que je veux dire, Xavier, félicitations, bravo comme de l'avoir fait, parce que écrire un livre, tu sais, de commencer l'idée de commencer à écrire un livre, c'est une chose, mais de le finir, hein, c'est comme une thèse de doctorat, un mémoire de maîtrise, comme commencer c'est facile, finir c'est très 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 difficile. Mais là, moi je t'envoie la question comme un livre, là. Pourquoi un livre à ce temps-ci de ta vie alors que tu as les mains pleines autant au travail et à la maison? Ben, premièrement, j'avais du temps l'été qui vient de se terminer pour le faire. Là. J'étais un petit peu moins impliqué sur le terrain en préparation physique. J'étais, je te dirais, entre deux sessions universitaires aussi. C'était aussi quelque chose que ma copine m'avait dit à plusieurs reprises. Là, pourquoi est-ce que tu n'écris pas un livre là, avec les connaissances, puis après ça, des discussions aussi que j'ai eues avec des entraîneurs, des observations sur le terrain et à graviter autour de différents terrains sportifs, là, que ce soit les terrains de foot, la patinoire ou le terrain de volleyball avec les dernières années. Puis après ça, j'enseignais aussi, je continue d'enseigner un cours à l'Université Bishop qui s'appelle Theory of Coaching. Fait que je trouvais que
le format que j'avais, le matériel que j'avais pour ce cours-là, se prêtait bien à un format de livre. Puis aussi, ça a fait suite à, il y a plusieurs années, des discussions que j'ai eues avec un collègue là, qui agit comme co-auteur dans l'ouvrage. Où est-ce que je me souviens, là, j'étais préparateur physique à l'époque avec l'équipe de football au cégep. Fait que, une fois que mon rôle de préparateur physique était fait à l'entraînement, ben, je me promenais. Puis souvent, on avait des discussions un peu informelles sur le coaching, sur l'enseignement, quel entraîneur réussit à mettre une intention pédagogique dans les différentes situations d'apprentissage qu'il offre, que ce soit aux secondaires de ligne, aux joueurs de ligne offensive et tout ça. Fait que ça a germé à partir de là. Puis par la suite, ben, je lui ai proposé s'il était intéressé à agir comme co-auteur aussi. Fait que lui, c'était vraiment comme vous allez voir, le commentaire du coach. Là. Fait que quelqu'un qui a une expérience de terrain, qui, dans sa pratique comme coach, là, qui donne des commentaires à la fin des différents chapitres, là, quelque chose qui est facilement applicable. C'était le but de l'ouvrage. Là, en fait, c'était... Quand on s'en est parlé pour la première fois, on se disait 10 thèmes pour 10 chapitres. Pas plus que 10 pages par chapitre là, pour vraiment permettre au plus grand auditoire possible là, d'y trouver son compte. Là. Quelque chose de simple que les entraîneurs ou les parents-entraîneurs peuvent rapidement mettre en application. Là. Et pourquoi c'était important pour toi de mettre quelque chose de simple puis qui était facile de mettre en application? Parce que pour avoir eu plusieurs conversations avec toi, puis pour avoir déjà lu le livre, regardez la liste des références que tu as mis là. Bravo pour ton travail, de rigueur. C'est comme quand on écrit des livres, on n'est pas toujours obligé de prendre cette approche-là, puis tu l'as pris, puis ça, je célèbre ça d'un côté. De deux, pour moi, comme, juste pour n'importe qui vouloir, on peut se fier à l'information qui est là, par ton jugement, mais la rigueur que tu as mis dans les références et tout ça. Mais je reviens à ma question, comme pourquoi c'était important pour toi de partager un peu cette information-là dans un format simple puis facile à appliquer pour tout le monde qui est un peu impliqué dans le coaching? La réalité du coach est complexe, dynamique, à un certain point, il va être chaotique aussi, là, puis est en constante évolution. Fait que, tu sais, si t'es un entraîneur, t'es un parent, on t'a demandé de coacher l'équipe de softball de ta fille, puis s'il n'y avait pas d'entraîneur, il n'y aurait pas de saison. Tu décides de t'impliquer, mais tu n'as peut-être pas nécessairement les connaissances ou les expériences pour mettre en place un environnement qui va être stimulant et enrichissant pour ces jeunes filles-là ou ces jeunes garçons-là. C'était vraiment une volonté de donner un outil supplémentaire, un guide pour que ces parents-là ou ces jeunes entraîneurs-là qui sont des novices dans la profession puissent utiliser puis avoir quelque chose qu'ils ou elles peuvent rapidement mettre en application. Là, puis, tu regardes, on l'a divisé en 3 grandes sections, mais qu'est-ce que tu peux faire dans la pré-saison pour t'assurer de mettre les chances de ton côté pour que ton coaching ait un effet positif sur les jeunes athlètes que tu vas entraîner. Puis par la suite, pendant la saison, c'est de concevoir des séances d'entraînement qui sont inspirantes où est-ce que tu vas permettre aux jeunes athlètes de se développer, d'apprendre, puis par la suite, quand c'est le moment des compétitions, oui, performer, mais en même temps avoir du plaisir. Puis par la suite, qu'est-ce que tu peux faire pour continuer d'apprendre comme entraîneur? Peut-être que tu vas avoir eu la piqûre pendant cette année-là où tu étais peut-être un petit peu réfractaire au début, mais que tu t'es dit, je vais le faire pour mon jeune garçon ou ma jeune fille ou pour leur équipe. Puis par la suite, tu as la piqûre, mais tu veux en apprendre davantage. Fait que, comment les aider dans ce processus d'apprentissage-là aussi comme entraîneur, parce que à un certain point, si tu fais tout le temps la même chose d'une année à l'autre, toi, tu stagnes, tu reproduis ce que tu as peut-être vécu comme athlète, ou tu fais juste répéter une seule année d'expérience versus évoluer comme entraîneur, puis peut-être que tu vas perdre ce contact-là que tu vas avoir avec les athlètes parce qu'eux évoluent, c'est des générations différentes aussi, là.
Oui. Puis je confirme, hein, comme en lien avec ce que tu viens de dire, c'est une excellente synthèse de toutes les affaires de base. Là, puis là, je dis les affaires, mais les concepts, les règles, les trucs, là, les concepts de base qu'on devrait maîtriser. Fait que si tu es dans les premières années de coaching, puis même tu es expérimenté, des fois, ça peut être bon d'avoir un petit rafraîchissement parce que des fois, on part à travers nos années, puis là, on prend une certaine tournure. Puis le lien que j'ai avec ça, c'est que moi, par exemple, cette année, comme j'enseigne le cours de physiologie de l'exercice à l'Université du Québec en Outaouais, puis là, je suis loin d'être un physiologiste. J'ai quand même fait mon bac, le volet scientifique. Mon PhD n'était aucunement lié avec ça. Mais de revoir l'introduction à la physiologie de l'exercice, c'est comme ah oui, c'est vrai, hein, c'était comme ça que ça fonctionne. Puis tu revises des concepts qui sont quand même fondamentaux à plein de choses qu'on fait dans notre travail au niveau des systèmes énergétiques. Ça, c'est le côté plus préparation physique. Mais si on revient au livre, pour moi, c'est là que je pense que c'est une excellente synthèse des concepts fondamentaux du coaching qui, après ça, te rejette les bases. Fait que, si ça fait plusieurs années que tu coaches aussi, même si ça fait 10 ans que tu coaches, puis là, tu as dit, OK, tu t'es laissé un peu... tu t'es laissé aller, je pense pas que c'est le cas. Tu as commencé à improviser et adapter beaucoup ta pratique en fonction des besoins du milieu plutôt qu'en fonction de ce qui devrait être fait. Ben, c'est peut-être une bonne opportunité de hey, regarde, je vais réviser le livre à Xavier. Puis après ça, je vais me dire ah oui, c'est vrai, tu sais, ça, en pré-saison, je le faisais peut-être pas. Ah ouais, en après-saison, ça, je le faisais peut-être pas. Ah, durant saison, je mets peut-être de côté telle chose. T'sais. Puis ça, je pense que ça peut être un bon exercice de rafraîchissement, mise à jour, vérifier qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis justement, à quoi les gens devraient s'attendre en lisant ton livre? Vraiment, vraiment quelque chose qui a... Comment je pourrais dire? C'était d'une volonté de mettre ça simple, d'utiliser des mots qui étaient faciles à comprendre pour la majorité des lecteurs et lectrices, en sachant très bien que le milieu du coaching sportif, comme je l'ai mentionné, c'est complexe, c'est dynamique, c'est évolutif. À quoi qu'ils doivent s'attendre? Hey, c'est la bonne question, puis tu viens de me donner une... Je m'attendais pas à celle-là. Ben, tu sais, à quoi ils devraient s'attendre? Est-ce que c'est quelque chose de... comme ils vont avoir des checklists? Ils vont-tu avoir comme des citations? Ils vont-tu voir des exemples de coachs qu'on connaît? Comme ce genre de choses-là? Oui, ben... à quoi qu'ils doivent s'attendre? C'est sûr qu'il y a certains outils qu'ils vont pouvoir utiliser. Justement, là, dans le chapitre sur la conception des séances, j'ai utilisé une référence là, de chercheurs à l'université Leeds Beckett en Angleterre. Fait que, qu'eux autres utilisent une certaine séquence pour mettre en place des séances d'entraînement dans des sports collectifs, par exemple. Fait que, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que par la suite, tu peux combiner l'aspect préparation physique, l'aspect prévention de blessures avec ton coaching technique et tactique. Fait que, au lieu de... Puis là, je reviens à un exemple qu'on a vécu, toi et puis moi, en tant qu'ancien joueur de foot, mais tu sais, c'est pas juste je fais mon warm-up, je fais mes individuels avec mon entraîneur de position, ensuite je vais aller en opposition contre les porteurs de ballon, ensuite on fait une révision des concepts plus tactiques avec notre coordonnateur ou avec les unités spéciales, puis par la suite on fait un scrimmage, puis c'est tout, là. Fait que tu sais, comment est-ce que je peux utiliser l'échauffement pour faire une révision d'aspects techniques sur le physique. Par la suite, il y a peut-être un élément nouveau que je veux aborder avec les athlètes ou que je veux consolider, réviser. Puis par la suite, ben, on le met en application dans une situation d'opposition. Là. Fait que de le faire, cette opposition-là qu'on gardait à la fin d'une séance d'entraînement, exemple en football collégial ou universitaire canadien, ben là, je le fais beaucoup plus tôt. Fait que là, je les mets dans une situation où est-ce que je dois faire du physique, je dois faire du technique, je dois faire du tactique. Je peux utiliser ça comme une situation d'apprentissage. Je peux faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Puis par la suite, ben, l'activité de cool-down, au lieu d'être un stretching, mais je l'utilise comme une activité d'évaluation ou de debriefing sur ce qui a été fait. Fait que, ça, c'est un des exemples dans le livre qui a été utilisé. On est deux ardents
défenseurs ou en anglais believers dans la pratique réflexive. Fait que, quelques exemples de cartes réflexives, comment est-ce qu'on peut l'introduire à différents moments du cycle du coaching aussi. Des choses comme ça, là. Des concepts qui sont enchaînés avec des outils pratiques, mais aussi des stratégies de pratique réflexive que vous allez pouvoir vous poser. Il y a des questions justement à la fin de certains chapitres que les gens vont pouvoir se poser. Puis ça, pour moi, c'est les questions, c'est un intermédiaire pour te rendre à l'action en bout de ligne. Tu viens de lire un chapitre, tu as des questions après ça, tu y réfléchis, et ça va venir qu'à changer tes actions éventuellement. En parlant de ton livre puis de certaines sections, une citation importante du livre se trouve à la page 11 lorsqu'il est question d'enseignement à partir du livre « What the Best College Teachers Do » de Ken Bain. Puis la citation va ainsi, parce que j'ai eu la chance de lire le livre au complet là, dans mon voyage récent. Ça dit « Le meilleur enseignement se trouve dans les enseignants qui ont confiance dans les capacités de leurs élèves à réussir, dans leur volonté de prendre leurs élèves au sérieux, et de les laisser prendre contrôle de leur propre éducation et dans leur engagement à laisser les politiques et les pratiques découler d'objectifs d'apprentissage centraux et d'un respect mutuel et d'un accord entre étudiants et enseignants. » Et dans le livre, tu nous encourages à faire un parallèle entre cette citation-là et la relation entraîneur et athlète. Puis, tu m'en as déjà parlé un petit peu informellement de ce livre-là, mais je suis vraiment curieux de savoir comme pourquoi ça, c'est particulièrement important à tes yeux. Puis qu'est-ce que ça signifie? Puis qu'est-ce que tu veux en fait que ça signifie ou que les gens comprennent dans un contexte sportif par rapport à cette citation-là? Ben, que peu importe que tu sois dans un sport individuel ou collectif, dans un sport de force-vitesse ou d'endurance, la relation que tu vas développer en tant qu'entraîneur avec les athlètes, c'est d'avant tout une relation sociale. Puis c'est aussi une relation éducative. Fait qu'il faut que tu sois en mesure de dire mettons, là, je prends une position d'entraîneur, ben, il faut que je sois en mesure de dire quelles sont mes attentes, quels sont les standards que je souhaite que l'athlète suivre pendant les séances d'entraînement, mais je dois aussi être conscient que lui ou elle peut avoir des ambitions, des objectifs qui vont être différents. Fait que, il faut qu'on soit en mesure d'avoir une conversation franche et honnête sur comment cette relation-là va se développer, va se mettre en place, comment est-ce qu'elle va prendre forme, dans quelle direction qu'elle s'en va. Fait que c'est pas nécessairement en imposant des façons de faire ou en utilisant des comportements qui étaient peut-être acceptés il y a de ça plusieurs années, des comportements, que ça soit, je veux pas dire des comportements abusifs ou des comportements, disons, où est-ce que l'entraîneur était dans une position davantage de contrôle, où est-ce que là, tu te dis, je dois comprendre qu'est-ce qui motive cet à être ici aujourd'hui, où est-ce qu'il veut s'en aller, et savoir que moi aussi, comme entraîneur, j'ai une vision de ce que je veux, où est-ce que je veux m'en aller, où est-ce que je veux que cette relation-là s'en aille, où est-ce que l'équipe s'en va. Fait que c'est pas nécessairement dans une vision où est-ce que tu imposes ta façon de faire. C'est vraiment en ayant une relation saine, en instaurant un environnement d'entraînement qui va être stimulant, qui va être agréable. Puis c'est vraiment comme ça que cette relation-là, coach-athlète, va pouvoir où est-ce que tout le monde y trouve son compte. Oui, puis dans la citation, en lien avec ce que tu viens de dire, c'est dans leur engagement à laisser les politiques et les pratiques découler d'objectifs d'apprentissage centraux. Puis le terme central, si j'ai bien compris, c'est central à l'élève et à l'enseignant, central à l'athlète puis au coach. Ça veut dire au centre de ces deux personnes-là. Puis j'y avais pas pensé avant que tu fasses ta réponse-là, mais ça fait un lien direct avec le keynote speaker, la conférencière d'honneur, là, j'imagine en français, de la conférence CAPS auquel j'ai été, où est-ce qu'elle parle de coach-athlete relationship, donc les relations entraîneur-athlète. Puis
elle soumet un point à la fin de sa présentation, elle dit, OK, on parle beaucoup de coach-centered coaching, donc du coaching centré sur l'entraîneur qui a été mis de l'avant pendant des décennies, peut-être même un centenaire. Tu sais. Puis de l'autre côté, tu as le athlete-centered coaching qui est un peu plus récent, plus populaire. Tu sais, on devrait tout centrer autour des besoins de l'athlète. Puis elle a dit, ben, tu sais, on devrait en réalité bouger vers un coach athlete relationship centered coaching, voulant dire que la relation fondamentale à l'évolution sportive d'une équipe, d'un individu, c'est la relation entraîneur-athlète. Puis que ça devrait être ça le centre, justement. Puis je pense que cette citation-là est ta réponse, mettre l'accent là-dessus, dire que non, la chose la plus importante, c'est la relation entraîneur-athlète. Et puis, que les objectifs doivent être centraux à ça. Tout ce que tu fais, les objectifs, les pratiques, tes politiques, tes règles d'équipe doivent partir un peu de ça. Tu sais, je ne sais pas si tu vas un peu dans le même sens, mais pour moi, c'est ça que ça veut dire aussi. Ben, les travaux de Sophia Jowett, là, qui est la présentatrice que tu mentionnes, je ne les ai pas abordés de manière explicite dans l'ouvrage, mais je te dirais qu'ils sont souvent en arrière-pensée. Là. Puis, puis après ça, par expérience, tu essaies d'avoir des relations honnêtes et franches et avec les athlètes. Puis si tu n'es pas en mesure de savoir quels sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils attendent aussi de la relation que tu vas avoir avec eux, ben, tu fais juste imposer une façon de faire, puis qui est peut-être pas adaptée où est-ce qu'eux veulent s'en aller. Puis là, je te donne un exemple des dernières années avec une jeune joueuse de hockey, super, super talentueuse, vraiment une très bonne tête sur les épaules, puis tu es dans un programme NCAA Division 1, puis à chaque début d'entraînement estival, on a la discussion, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu veux améliorer, puis ça change, des fois c'est plus de l'endurance au niveau cardiovasculaire, après ça, après la saison, elle me dit... Ouais, mais tu sais, là, j'étais comme, oui, j'avais développé mon endurance, mais j'avais perdu en vitesse hors glace. Est-ce que je peux faire plus de sprint pendant l'été? Mais si j'avais pas cette discussion-là avec elle, si je n'étais pas ouvert à entendre ce qu'elle me dit, ses expériences, ses rétroactions, ben, je pourrais juste prendre le même programme puis y refaire faire la même chose l'année suivante. Là. Tu sais, ça me faciliterait la tâche, mais je fais pas ça pour son bénéfice. C'est pas pour son bénéfice à elle. Là. Je veux dire, je l'aiderais pas. Là. Fait que, tu sais, il faut que j'aille cette discussion-là. Il faut que je me dise, OK, ben, discutons de quels sont tes objectifs, quelles ont été tes expériences passées, c'est quoi le contexte aussi dans lequel tu œuvres, d'une Ivy League avec un programme qui est top 10 en NCAA. Tu es une joueuse de première année, deuxième année, quelles sont les attentes de tes entraîneurs, c'est quoi la philosophie aussi de ton préparateur physique, qu'est-ce que vous faites? OK, ben allons-y de cette manière-là, puis là, ça devient comme un peu une entente. Je veux pas dire il y en a qui vont dire un contrat, là, mais c'est une entente. Là. Voici la direction qu'on a. Tu connais ma façon de faire. Je connais qui tu es parce que ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, là, entre guillemets. Puis c'est ça qui est important, cette relation de confiance-là, cette honnêteté, cette volonté comme entraîneur d'être ouvert à recevoir ce feedback-là de la part de l'athlète parce que tu vas être en mesure d'utiliser ce feedback-là pour les améliorer ou l'améliorer les aspects de leur pratique sportive dans lesquels ils veulent se développer. Là. Puis justement, dans les propos de votre livre, vous parlez qu'un des éléments importants de la culture, c'est la communication. C'est ce que tu viens de parler. À mon avis, la communication entraîneur-athlète dans les dernières minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une communication claire et interactive avec les athlètes? Parce que des fois, c'est quand même... On le sait, mais on le sait pas. Ce qu'il faut faire pour avoir une communication claire. Ben... je ne vis pas nécessairement dans le coaching au quotidien. Là. Quand je parle de coaching, je parle de coaching technique-tactique. Là. Fait que je ne suis pas dans un environnement d'équipe comme préparateur physique. Je gravite autour en étant un membre de l'équipe de soutien intégré. Fait que j'ai peut-être une perception un petit peu différente.
Mais c'est sûr que de créer un environnement qui est sécuritaire sur le plan psychologique va être super important. De mettre en place différents moyens où est-ce que cette communication puisse avoir lieu. Tu sais, est-ce que c'est dans un, ça peut être une moyen de communication qui est formel, que ce soit de donner des tours de parole pendant des rencontres d'équipe, que ça peut être de mettre en place un groupe de leadership qui permet de relayer le message des individus à un groupe de vétérans, puis par la suite de relayer cette information-là à l'entraîneur. Puis là, on peut faire référence aussi à des propos de Marc Glaude, là, dont l'article qu'il a publié avec Gordon Bloom à McGill, j'utilise dans mon cours. Fait que, ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes là, de mettre en place des petits groupes de leadership qui permettent de relayer de l'information. Puis ces groupes de leadership-là sont peut-être formés d'athlètes qui sont un petit peu plus matures ou qui ont peut-être plus une influence positive sur le reste du groupe. Mais sinon, est-ce qu'il y a une opportunité de créer des rencontres qui sont vraiment plus informelles, ou est-ce que comme entraîneur, tu vas développer la relation avec les athlètes, ou est-ce qu'à un certain point, ils vont se sentir confortables de venir discuter avec toi de certaines choses qui les préoccupent? Puis là, je reviens à des lectures, puis notamment la biographie de Steve Jobs, où est-ce qu'il s'était mentionné, où est-ce que souvent il y avait des discussions disons, peut-être pas facile à avoir avec certains individus, puis il allait juste marcher dans sa cour arrière, là. Fait que, est-ce que tu peux trouver des opportunités avec des athlètes d'avoir des discussions plus informelles dans un milieu autre que le vestiaire d'équipe, dans le bureau de l'entraîneur? Fait moi, souvent, avec les étudiants à Bishop, on me demande en début de session, est-ce que tu veux un bureau partagé avec un autre part-time faculty? Je suis comme, non, j'en ai pas besoin parce que, dépendamment de la situation qui doit être abordée, est-ce que je peux rencontrer l'athlète au centre sportif? Ou est-ce qu'il y a des divans en haut, là, dans le student lounge? Là? Fait que, dépendamment du niveau de confidentialité, je peux adapter où est-ce que j'ai cette rencontre-là. Est-ce que c'est dans le laboratoire de Sport Studies? Si c'est quelque chose qui demande à être plus confidentiel? Ou sinon, c'est juste une question sur le contenu qu'on voit en classe. On se rend compte avant ou après le cours, on a cette discussion-là, puis par la suite, off we go. Là. Oui, puis tu sais, aussi, mettons, la rencontre avec des athlètes dans le bureau de coach ou du coach. Tu sais, ça peut être très formel, puis ça peut rappeler les moments où il y avait des coupures ou des sélections d'équipe. Puis, tu sais, ce que tu viens de me parler, ça me fait penser des fois, tu sais, des walking meetings. Fait que, voulant dire, tu sais, des réunions à la marche, des rencontres à la marche. Tu sais, il y a moyen de marcher sur le campus. Tu disais, il y avait un endroit plus informel, un peu plus dans le student lounge au niveau, à Bishop, de ces choses-là. Fait que, tu sais, de trouver des créatifs. Puis en même temps, ça, j'ai pas la citation ou la référence proche de moi, mais si je me trompe pas, il y a des bénéfices pour la santé, numéro 1, mais aussi à l'éveil cognitif des participants quand on fait des réunions à la marche. Il n'y a rien qui t'empêche de dire, hey, regarde, on a un beau petit campus à Bishop, on a un beau petit campus au collège de Valleyfield, là, j'ai des exemples X. Comme, hey, partons, là, puis faisons un petit tour à la marche, puis tout ça. Je vous recommanderais là, pour les entraîneurs, rester toujours dans des endroits publics où c'est que c'est quand même passant, là, pour pas avoir l'air d'amener quelqu'un à un endroit inapproprié, même si vos intentions sont super bonnes. Si vous amenez les gens dans une forêt perdue, ça peut avoir l'air un petit peu étrange. Fait que juste toujours prendre ça en considération. Mais si tu fais une marche dans un milieu public comme sur le campus, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Puis, moi, justement, avec certains de mes amis, je veux dire intellectuels, on aime ça des fois, on part à la marche, puis comme on va être capable de parler, puis c'est comme si ça nous engageait physiquement, puis ça libérait de l'espace mental, veux pas, ou même un petit éveil. Fait que ça, pour vrai, j'encourage fortement à faire. Puis dans le livre aussi, vous parlez de la culture. Vous commencez le chapitre 3 en citant Steve Kerr. Là, je vais baragouiner sa phrase en français, ce qui voulait dire la traduire librement. Vous pouvez pas juste créer une culture en disant c'est quoi, puis en l'écrivant. Oui, c'est un bon point de départ, mais il faut faire suite à ça en mettant de l'avant des pratiques qui donnent vie aux valeurs. Tu peux pas juste arriver, puis là, je suis encore en train de citer, là, vous sentez la tournure québécoise, là. Vous pouvez pas juste arriver, commencer à crier à vos joueurs, puis vous pensez que la culture va se développer, puis moi, l'autre affaire qui me parle
beaucoup, c'est comme, c'est pas en prenant des mots puis en les foutant sur un mur qu'on va créer une culture, tu sais. Puis ça, c'est tellement vrai. Puis comme, je serais curieux de t'entendre là-dessus, voir comme, c'est quoi le message que vous essayez de passer là-dedans, puis qu'est-ce que les gens devraient retenir, en fait? Ben, la culture d'équipe, c'est probablement pour un entraîneur sportif qui soit professionnel ou amateur. Là. Puis amateur, c'est pour dire qui est dans un milieu, disons, plus récréatif, axé sur le plaisir, les liens sociaux qui doivent être tissés entre les jeunes athlètes. C'est le fait d'aller au parc puis jouer au soccer dans un milieu, oui, structuré, mais pour se faire des amis, des choses-là. Le plus important au niveau de la culture, c'est que ça va être un chantier très exigeant. C'est un chantier, même, je te dirais un chantier, même pour des entraîneurs, un chantier tout au long de leur carrière, là, tellement il y a de in and out, fait que, des joueurs qui vont se greffer à un groupe, il y en a d'autres qui partent, il va y avoir des conflits de personnalité, des conflits d'idées, les objectifs ou les ambitions de chacun des participants à l'intérieur d'une équipe vont pas être les mêmes. Fait qu'il faut être très in tune à la culture d'équipe pour s'assurer que celle-ci soit saine. Puis ça va nous permettre par la suite de mettre en place nos idées, notre système d'entraînement, les concevoir des séances d'entraînement qui vont être inspirantes, qui vont être stimulantes. Si ta culture d'équipe est pas là ou si elle est néfaste ou négative, ben à un certain point, tu ne seras pas en mesure d'atteindre tes objectifs, il n'y aura pas de plaisir. Cette culture-là est difficile à mettre en place. C'est pas en ayant des valeurs sur les murs que la personne ça va faire résonner aussi les athlètes. Mm-hmm. C'est peut-être quelque chose qui te fait résonner toi comme entraîneur, mais ça veut pas dire que le gap générationnel entre toi et les athlètes qui composent ton équipe, ça les fait vibrer aussi. Fait que si tu te dis on veut créer une culture, tu peux avoir une idée, mais il faut que tu impliques les athlètes dans la formulation de c'est quoi leur idée d'une culture ou de la culture qu'ils souhaitent avoir. Est-ce que c'est une culture ou est-ce que oui, il y a une culture de performance, mais est-ce qu'on veut aussi avoir une culture axée sur le plaisir, sur le dépassement de soi? Puis après ça, quelles sont les valeurs que nous, on recherche? Fait que, ça devient vraiment un travail collaboratif, quasiment une co-création de cette culture-là. Tu peux pas juste leur imposer parce que si tu leur imposes puis que ça leur convienne pas, ils vont se rebeller un petit peu, ou ils vont faire à leur tête. Fait que, c'est quelque chose qui peut être imposé. Là, c'est pour reprendre les propos de Stevenson des All Blacks. C'est quelque chose qui est imposé du haut vers le bas, mais elle prend vie du bas vers le haut. Fait que, c'est un travail de co-création, en fait. Là. Mm-hmm, fait que, ce travail de co-création-là, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est quelque chose qui est évolutif. Ouais, puis on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est centré sur la relation entraîneur-athlète. Puis la co-création d'un environnement de qualité, je pense que ça, il faut l'avoir davantage en tête qu'on soit au ministère de l'Éducation, qu'on soit directeur athlétique dans une université, qu'on soit directeur général d'une fédération sportive, qu'on soit coach, qu'on soit spécialiste en préparation mentale, préparation physique, le name it, comme de voir l'importance de la co-création, de dire, hey, OK, spécialiste athlète, coach, athlète, directeur, directrice et tout ça, parce qu'on va mettre de l'avant, toutes ces personnes-là vont éventuellement contribuer à la culture de notre environnement qu'on met de l'avant, où la culture fait partie de l'environnement, là, on se comprend. Là. Oui, puis il y a des exemples qui peuvent être très intéressants pour illustrer cette culture-là. C'est le concept d'autobus. Je ne sais pas si tu as lu l'article des All Blacks. Non. C'était... Éduque-moi, mon Xavier. J'oublie qui est l'auteur principal. C'est un spécialiste de psychologie sportive néo-zélandais. Mais les co-auteurs de cet article-là sont Graham Henry des All Blacks, puis Wayne Smith,
Fait que, tu sais, 2 entraîneurs de renom dans le milieu du rugby, puis, tu sais, ils ont un... Je veux pas dire le mot rituel, là, parce que je suis pas certain que c'est ça, mais il y a les rites, les rituels. Bref, une des activités qu'ils ont, c'est le backseat of the bus. Fait que, tu sais, les joueurs vétérans ou les joueurs qui ont beaucoup plus de leadership ou qui ont un ascendant sur les façons de faire de l'équipe s'assoient en arrière de l'autobus. Okay. C'est pas les troubles-fêtes qui s'assoient en arrière de l'autobus, c'est les gens qui sont respectés. Puis les nouveaux sont assis en avant. Puis à tour de rôle, ils sont convoqués par ce groupe de leadership-là pour discuter des comportements qui sont acceptés. Puis tu sais, de savoir que quand tu fais partie des All Blacks, ben c'est un privilège. Fait que tu sais, à un certain point, tu représentes une histoire, tu représentes une tradition, tu représentes une culture. Puis là, tu parles de la culture de rugby avec les All Blacks et tout ça. Fait que, on s'attend à ce que tu aies des comportements appropriés. Puis ça fait aussi partie du même message que les entraîneurs peuvent relier à ce groupe de leadership-là, qui peut être relié par la suite aux joueurs qui sont nouveaux dans cette organisation-là. Puis je pense que c'est quelque chose qui se transpose vraiment dans différents milieux aussi, que ce soit milieu d'affaires ou des choses comme ça. Mais tu sais, ce backseat of the bus-là, puis cette image de l'autobus, ben, si la personne que tu as identifiée comme ayant un grand potentiel au niveau sportif, ben, fit pas dans les comportements que tu t'attends, ben, cette personne-là doit débarquer de l'autobus. Là. Fait que tu sais, trouve les bonnes personnes pour embarquer dans ton projet. Fait que tu sais, t'as ta mission, t'as ta vision comme entraîneur puis comme groupe. Qui sont les personnes que tu vas accueillir à l'intérieur de ton autobus? Si elles font pas l'affaire, tu sais, avec respect, tu leur demandes de sortir, mais puis après ça, ben, quand tu es rendu à destination, voici comment tu dois se comporter. Puis c'est un projet évolutif. Là. L'autobus s'en va à différents endroits tout au long de la carrière du groupe ou des choses comme ça. Là. Ouais, puis t'as vraiment, ce que tu as décrit, c'est vraiment la courroie de transmission un peu des connaissances. Parce que tu as les personnes en avant qui s'en vont à l'arrière, qui vont récolter un peu les connaissances, les croyances, les mœurs des personnes qui sont plus expérimentées, qui agissent en fonction du programme. Qui ensuite ça vont revenir à l'avant, puis à travers les années, ils vont se rendre en arrière de l'autobus parce que là, ça va être rendu peut-être eux, les personnes vétérans dans le programme qui donnent vie justement aux cultures, aux valeurs, à la culture et aux valeurs. Donc, tu sais, on a cette courroie-là de transmission qui devient comme importante pour propager un peu l'esprit du programme. Puis ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Puis d'ailleurs, tu sais, j'inviterais les gens, puis ça m'a surpris un petit peu en lisant le livre, puis ça m'a surpris positivement qu'il y ait autant de place qui soit accordée justement, tu sais, à la culture, à la communication, puis qu'il y a vraiment une bonne recension des éléments fondamentaux qu'on doit comprendre par rapport à la culture d'une équipe sportive ou à la culture sportive en général, puis aussi à la communication. Puis j'invite tous les gens à lire le livre par rapport, si c'est juste pour ça, c'est déjà un élément clé. Ça fait déjà un bon bout, Xavier, qu'on se parle. Avant qu'on rentre davantage dans les questions éclairs, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon dont on va pouvoir se procurer le livre, si c'est déjà déterminé? Ben, en fait, ça va être un livre qui est auto-publié. Fait que c'est sûr que je vais avoir des copies physiques du livre. Je pense qu'avec le processus ou avec l'entreprise, c'était 25 copies, mais il va y avoir en version PDF aussi. Là. Par la suite, comment est-ce qu'on se le procure, à quel prix, sur quelle plateforme, ça n'a pas encore été déterminé, là, mais ça va être de l'information qui va être partagée sur les médias sociaux là, dans un court délai, je te dirais. Là. Parfait. Donc, on va mettre ton courriel en description de l'épisode pour être sûr que les gens puissent te rejoindre par rapport à ça. Mais on va aussi nous-mêmes, avec Temps d'arrêt, faire la publication ou on va partager le fait que le livre va être sorti. Donc, je vous reste à rester à l'affût, soit des médias sociaux de Xavier ou des médias sociaux de Temps d'arrêt. Et puis, on va partager cette information-là quand elle va être disponible. Là-dessus, comme à chaque fois, à la fin de l'épisode, de la conversation, j'aime ça poser des questions éclairs pour voir un peu les gens sont où dans leur réflexion puis qu'est-ce qui les préoccupe. Et là, ce qui est particulier, c'est que la troisième fois que tu viens sur le podcast,
Il y a quelques questions que je te repose. Il y en a une nouvelle, mais je te les repose quand même, juste savoir si ça a évolué justement depuis la dernière fois. À tes yeux, 3 ans plus tard, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans 10 ans? Écoute, je me suis préparé à tes autres questions éclairs, sauf celle-là. Avantage compétitif. Est-ce que j'ai bien fait mon travail ou j'ai mal fait mon travail? Ça dépend de ta philosophie par rapport au but de l'émission. Je pense que c'est une bonne chose parce que je peux l'aborder de différentes manières. Tu sais, une partie de mon travail comme au quotidien, c'est en préparation physique. Puis pour être le plus honnête possible avec toi puis avec l'auditoire, en préparation physique, je pense qu'on a atteint un point où est-ce qu'au niveau de la recherche, on a une bonne idée de ce qui peut aider, que ce soit un individu ou une équipe, à performer dans différents contextes sportifs, que ce soit en optimisant le mouvement, en utilisant différents types de technologies, où on est en mesure de mieux comprendre ce qui détermine la performance sportive dans un sport en athlétisme, un sport collectif ou un sport individuel, physiologique, biomécanique et autres. Je trouve que la recherche est quand même assez poussée à ce niveau-là. L'application se fait bien aussi, mais je pense pas que ça va être quelque chose. Je pense pas que la technologie devient un avantage compétitif dans le futur. Je pense pas qu'on va découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement hyper innovatrices, que ça va changer nos façons de faire. Je pense que c'est vraiment dans la manière de communiquer nos intentions, de faire en sorte que les athlètes vont avoir un buy-in dans ce que tu fais comme préparateur physique ou comme entraîneur. Comment est-ce que tu es en mesure de faire évoluer ta pratique en ayant des expériences sur le terrain qui sont formatrices. Que ça soit d'être accompagné par un mentor, que ça soit au contact de différentes communautés de pratique. Je pense que c'est là un avantage compétitif de pouvoir voir ce que tu as fait dans le passé, comment tu es en mesure de l'adapter en fonction des individus qui sont devant toi, en fonction de ton contexte qui est particulier à chacun. Moi, ma réalité au niveau volleyball universitaire avec les gars puis les filles, c'est pas la même chose. Comment est-ce que je m'adapte là-dedans? C'est encore un travail en développement. La réalité de coacher au niveau secondaire versus l'universitaire dans différents sports. Là, en ce moment, un des défis, c'est que j'ai accepté un mandat d'encadrer la préparation physique d'une jeune athlète de 14 ans, mais en tennis de table. J'ai jamais joué au tennis de table de ma vie. Fait que comment est-ce que tu mets à profit tes connaissances, mais de t'ancrer ou t'aligner avec ses besoins à elle, à ce stade-là de sa vie, d'une jeune fille de 14 ans, là, versus dans d'autres sports. Puis là, on n'a pas abordé, mais les connaissances, le knowledge about puis le knowledge of, là, les perceptions là, de tes connaissances comme coach versus celles de l'athlète avec qui tu travailles. L'année dernière, j'avais commencé une relation professionnelle avec une jeune femme, jeune joueuse de basketball en fauteuil roulant. Là. Je veux dire, j'ai des connaissances, un knowledge about, mais j'ai aucune idée du knowledge of d'être une jeune femme basketball en fauteuil roulant. Là. Fait que j'avais besoin de développer cette relation-là, puis j'avais besoin de son feedback. J'avais besoin de ses connaissances à elle, ses propres connaissances personnelles, puis ses expériences antérieures d'avoir joué au niveau international, paralympique, d'avoir été dans une grosse université de sport. Elle avait étudié à l'université de l'Alabama. Quand même. Je pense que ça devient un avantage compétitif là, pour les professionnels, d'être en mesure de développer, on a parlé de cette relation entraîneur-athlète.
mais pour mettre à profit par la suite là, le développement de la performance, là, puis le développement de l'individu. OK, ouais, je te suis. Puis, brièvement, knowledge of versus knowledge about? Knowledge about, c'est toutes des connaissances que tu peux avoir au niveau biomécanique, physiologie, l'aspect pédagogique, là, des connaissances au niveau de l'enseignement, mais c'est vu d'une perspective, comment je pourrais dire, c'est de troisième personne. Fait que, tu sais, tout ce que tu mets, mettons, comme connaissance, ou tu sais, quand tu traces des jeux sur un tableau blanc, mais ce que les auteurs mentionnent en skill acquisition, c'est que ce sont des connaissances knowledge about. Tu as des connaissances à propos de ton sport, mais c'est très différent des connaissances. Puis là, le mot anglais, c'est embedded. Ouais. Fait que tu sais, des expériences, je te dirais peut-être intériorisées des athlètes quand ils réalisent leur performance sur le terrain. Fait que tu peux être sur le sideline, leur dire « Ah, t'étais supposé être à tel endroit ou c'était tel jeu qu'on avait appelé. » Mais tu l'as de ta perception des lignes de côté. L'athlète a peut-être vu autre chose. Peut-être que lui, à l'intérieur de sa tête, tout le processus de prise de décision, les clés qu'il a observées étaient vraiment différentes. Puis sa réflexion ou sa prise de décision l'a amené à choisir une action précise. Mais toi, tu n'as pas accès à cette information-là. Fait que, c'est là que par la suite, ben, des techniques d'incident critique, des choses que tu peux voir en pratique réflexive, que tu peux implanter dans ton coaching peuvent être super intéressantes. Puis je t'enverrai l'article, là, c'était technique des incidents critiques là, de Luc Nadeau à l'Université Laval. Là. Fait que, qui combine là, cette pratique réflexive-là, mais un petit peu plus dans l'action. Là. Ouais, je te suis. Super intéressant, Xavier, puis merci de faire la distinction. Et là, je t'amènerai à ma dernière question. Le jeu Start Bench Cut, que j'adore de plus en plus à chaque fois que je le fais. J'ai été moins osé un petit peu avec toi, que j'ai peut-être été avec d'autres invités du podcast, mais je pense que c'est quand même un choix difficile. Parmi les 3 sections de ton livre, donc pré-saison, la saison, l'après-saison, je t'inviterai à choisir. J'ose pas dire tu dois choisir ce qui sera classé entre partant, sur le banc ou coupé. Dans ce qui est le plus valable, ce qui est prioritaire en tant qu'entraîneur. Tu sais, on est tous des coachs qui ont autant limité. Si on avait des heures à mettre dans une de ces parties-là, ça serait laquelle? Entre la pré-saison, la saison, la pré-saison, partant, sur le banc ou coupé? C'était la question difficile sur laquelle je me suis penché un petit peu plus. Mon partant serait pendant la saison. Parce que pour moi, si tu es un entraîneur, tu dois être en mesure de proposer un contenu d'entraînement qui permet aux athlètes d'apprendre, de se développer, d'avoir du plaisir, qui est stimulant et qui est inspirant. Ça va faire en sorte que tu vas les accrocher puis leur donner une volonté de revenir le lendemain ou la semaine suivante ou de rester engagé pendant tout l'été, par exemple. Par la suite, le choix est difficile. Ben, par la suite, là, ce serait... j'enverrais la pré-saison au Rocket de Laval. Je l'enverrais dans les mineurs. Non, attends. Deuxième, ce serait non, attends une minute. Sur le banc serait la pré-saison. Celle que j'enverrais au Rocket de Laval dans les mineurs, ce serait l'après-saison. Fait que in-season en premier, mon partant. Par la suite, sur le banc, la personne ou la section que j'embarque si jamais il y a quelque chose, c'est ma pré-saison. Simplement parce que les concepts de philosophie d'entraîneur, les valeurs, la culture d'équipe, de mettre en place un environnement sécuritaire où est-ce qu'il y a une excellente communication puis qui va te permettre par la suite, au courant de toutes les semaines suivantes, au courant de la durée de la saison, au groupe de se développer. Je mettrais ça en deuxième. On n'a pas parlé des stades du développement d'un groupe, là, mais les 5 stades sont
forming, storming, norming, performing, adjourning. Fait que, tu sais, la pré-saison, pour moi, est super importante, mais pour un coach qui n'a pas beaucoup de temps, focus sur mettre en place une séance d'entraînement qui est inspirante et stimulante. Après ça, sur le banc, ma pré-saison. Puis mon après-saison, je l'envoie dans les mineurs. Parce que je me dis c'est quelque chose que je peux faire un petit peu plus tard. Réfléchir sur mes expériences, considérer le développement des athlètes à long terme. C'est quelque chose qui se fait sur un horizon plus large et plus long. Par la suite, apprendre comme coach, c'est quelque chose aussi qui se fait sur le plus long terme. Fait que c'est principalement pour cette raison-là, c'est quelque chose qui peut attendre un petit peu, qui est important à faire, mais tu peux donner le temps de vivre tes expériences au quotidien sur une base, je te dirais, un petit peu plus court terme avant de t'engager dans la pratique réflexive. OK, quels sont les gaps que j'ai comme coach? Est-ce que c'est au niveau de mes connaissances professionnelles, mes compétences, mes connaissances interpersonnelles ou intrapersonnelles? Ça peut attendre un tout petit peu. Je te suis. Merci beaucoup pour tes réponses exhaustives, Xavier. J'apprécie beaucoup toute la réflexion. Puis ça, c'est une des choses que, tu sais, à toutes les fois qu'on a eu des conversations ensemble et dont les conversations officielles sur le podcast, comment est-ce que ta profondeur de tes réflexions est super intéressante. Je suis sûr que l'auditoire en a bénéficié dans les dernières minutes, pour pas dire la dernière heure. Ceci étant dit, je te laisserai peut-être le mot de la fin et je t'inviterai d'ailleurs à préciser comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre si jamais ils ont des questions ou des suites ou ils veulent surtout en savoir plus à propos du livre que tu vas publier très bientôt. Ben, c'est sûr là, que je vais être très actif sur les médias sociaux, ou du moins un petit peu plus actif que je l'ai été dans le passé là, sur les médias sociaux au courant des prochaines semaines. Fait que, que ça soit sur les plateformes comme Facebook, sur Instagram, sur Twitter X ou sur Threads, là, je vais mettre des choses un petit peu plus sur une base un petit peu plus régulière. C'est facile de me contacter. Ça peut être sur mon adresse courriel professionnelle avec mon entreprise ou à la limite à l'université Bishop aussi. C'est tout à fait possible. Là. Parfait. Donc, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Xavier, merci d'avoir participé pour une 3e fois à Temps d'arrêt. Ben, merci à toi là, de prendre le temps de discuter avec moi. C'est toujours super apprécié. Puis, je te remercie aussi de toujours après les nombreuses années là, de faire ton balado, là, d'être en mesure de toujours mettre en place là, un contenu de qualité. Là. Puis, d'être en mesure de aussi trouver des intervenants là, aussi nichés, passionnés là, que tu peux l'être là, pour leur domaine d'expertise. Bien, merci. Et puis ça, c'est l'enjeu numéro 1 en ce moment. Il y a trop de personnes que je veux inviter sur le podcast pour le nombre de fois qu'on a publié. Fait qu'il va peut-être falloir trouver des moyens pour augmenter le nombre d'épisodes. Mais ça sera pour une autre conversation. Là-dessus, merci tout le monde d'avoir été avec nous pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute de ma conversation avec notre invité aujourd'hui lors de Temps d'arrêt. À tous les auditrices et les auditeurs, j'ai un petit rappel avant votre prochaine pratique ou votre prochain projet. Est-ce que vous voudriez recevoir une fois par mois une petite réflexion de ma part par courriel qui inclut les épisodes de Temps d'arrêt ainsi que quelques petits trucs et astuces pour le coaching en partant de la science du sport? Est-ce que tu aimes ça? Challenger tes idées. Bien, si oui, je t'invite à t'inscrire à l'infolettre de Temps d'arrêt avec Coach Frank, dans laquelle je vais te partager les derniers épisodes de la balado, les dernières idées que j'ai explorées dans ma recherche et les dernières actualités qui sont pertinentes en lien avec le coaching. Je résume tout ça dans un petit courriel qui va arriver dans ta boîte une fois par mois. Puis si tu veux recevoir ça, visite le site coachfrankphd.com dans un mot ou un de nos médias sociaux et ça va me faire plaisir de t'envoyer ça. Le but, c'est de vous aider et de vous challenger dans vos idées. Autrement, je te dis merci d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je te dis à la prochaine.